ce qui fait 4% de la population mondiale, soit une personne sur 26. Il s'agit d'une communauté planétaire de citoyens stimulés par des savoirs et qui ont constitué une éthique commune. Des citoyens qui, volontairement ou involontairement, se réfèrent aux mêmes repères historiques, culturels et même politiques. Et comme son Excellence l'ambassadrice de la France au Liban, Madame Anne Griot, l'a bien formulé il y a quelques jours lors de la conférence de presse organisée par le ministère de la Culture qui a eu lieu au Palais de l'UNESCO, quand on parle de francophonie, de plurilinguisme, de diversité culturelle, de dialogue fraternel, on parle du Liban. Dans le contexte actuel difficile, plein de défis, célébrer et faire vivre la francophonie s'avère encore plus important. Il est vrai que le Centre international des sciences de l'homme favorise une vision universelle de l'humanité, mais cela n'est pas du tout incompatible avec l'attachement à une langue, à une culture, à un modèle spécifiquement francophone. Tout comme notre centre, le CICH, qui se veut un creuset pour le nouveau Liban et le dialogue entre les jeunes générations libanaises et du monde entier, la francophonie est un creuset d'humanité fondé sur la tolérance, le respect de l'autre, l'état de droit et sur une vision humaniste de la société et de l'homme. La francophonie et la francophilie constituent pour la France et ses partenaires francophones une opportunité économique majeure. Les enjeux sont immenses et l'ensemble des pays francophones représente 16% du PIB mondial et un taux de croissance de 7%. Aujourd'hui, c'est cette mutuelle attractivité qui est menacée par la pandémie. Et ce sont les pays avec les économies les plus faibles qui risquent la chute la plus sévère sur le plan social, sanitaire et surtout éducatif, avec tous les dangers qui peuvent en résulter. C'est l'un des vrais défis dont l'humanité doit faire face pour sauver une culture francophone qui a marqué les civilisations du monde entier. Enfin, je souhaite à nos intervenants distingués et à tous les participants une rencontre fructueuse et un moment fort de partage et d'écoute. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Darina. On donne maintenant la parole à Madame Mireille Khanamirian, membre du comité régional en charge du département culturel et du département des droits de l'homme au sein de l'Union générale arménienne de bienfaisance et d'IBU Liban, et qui a beaucoup travaillé avec nous sur l'organisation de ce webinaire. Madame Mireille, la parole à vous. Charles Aznavour disait fièrement: je suis doublement riche, j'appartiens à deux pays, l'Arménie et la France. Et Djibiou Liban dit aussi fièrement: nous sommes triplement riches, nous appartenons à l'Arménie, au Liban, et nous nous enracinons dans le monde de la francophonie. Arménophone de par son pays d'origine, l'Arménien a pu sauvegarder son patrimoine culturel après le génocide de 1914 et pour cause. L'histoire mouvementée de l'Empire arménien sous Tigran le Grand, qui s'étendait de la mer Caspienne à la Méditerranée au 1er siècle avant Jésus-Christ, explique l'attachement profond des Arméniens à leur culture, à leur identité, seul point de repère indestructible au milieu des fréquents bouleversements. Arabophone de par sa présence en Égypte et dans le Bilad Sham comprenant la Syrie, le Liban et la Palestine, qui remonte à l'Antiquité comme au Moyen-Âge, l'Arménien s'est fait remarquer dans des domaines variés et a garanti une véritable différenciation sociale et culturelle. À travers les siècles, l'Arménien s'est entièrement adapté à son nouveau milieu, libanais dans notre cas, et inculqué à ses enfants la culture et la langue du pays. Il a ainsi encouragé l'éducation des générations futures en les initiant au cursus libanais, enseigné dans toutes les écoles communautaires. Je cite au passage que les Djibiou Liban représentent
4% de la population du pays. Francophone, on y accède discrètement grâce à l'ambition de nos élèves qui participent chaque année au programme DELF et DALF, à l'instar du TOEFL et du SAT du système américain, qui sont des diplômes officiels délivrés par le ministère français de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour certifier les compétences en français. Étalé sur 6 niveaux, le DELF permet à nos collégiens d'entreprendre des études supérieures dans les universités francophones. À cette étape, nous enregistrons un nombre croissant de nos élèves qui optent pour des universités canadiennes. Remarquons que les compétences sont évaluées, que les 4 compétences sont évaluées: compréhension et production orale, compréhension et production écrite. En parallèle, depuis 2013 et à l'initiative de l'ambassade d'Arménie au Liban, dont le pays est membre permanent auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, l'AGBU Liban organise annuellement, durant le mois de la francophonie, des soirées culturelles qui réunissent un public mélomane, intellectuel et surtout curieux de découvrir le rôle incontournable des personnalités libanaises d'origine arménienne sur le plan autant national que mondial. J'en cite le banquier Joseph Ourourian, dont le nom est relié à la Banque du Liban. D'ailleurs, sa signature existe sur la livre libanaise. Le styliste Jean-Pierre Délifer, qui habilla le théâtre libanais dont Férouz, Caligula de Youssef Chahine et la dernière tentation de Jésus-Christ de Scorsese, le compositeur Boros Djelalian avec la famille Rahbani et bien d'autres, sans pour autant occulter la performance des artistes d'Arménie. Le parcours de l'AGBU Liban vers la francophonie évoluera sûrement grâce à la ténacité et la persévérance de sa jeunesse. C'est autour de la diversité culturelle, slogan immuable de l'Organisation internationale de la francophonie, que AGBU Liban et global, international et global se retrouvent. Je voudrais remercier en dernier le Centre international des sciences de l'homme et son équipe, et surtout en la personne de Dr Darina Aboujdid, de nous avoir donné l'opportunité de participer à cet événement. Madame Mireille, on ne vous entend pas. Oui, maintenant, Madame Mireille. Oui, oui. Oui, maintenant, on vous entend. Vous avez entendu. Oui, vous n'avez pas entendu. Le Centre international en personne de Dr Darina. Moi, je ne vous entends pas. Maintenant, tu nous entends bien? Oui, oui, oui. Allez-y. Parfait. Merci beaucoup, Madame Mireille. L'œuvre d'Orient au Liban s'engage au Liban depuis longtemps. Suite à la crise économique, politique, sanitaire au Liban, l'œuvre d'Orient s'est engagée à fond pour le support des Libanais. Je donne la parole à M. Vincent Gelot pour intervenir sur le sujet « Urgence humanitaire pour un Liban en pleine pandémie et crise économique ». Monsieur Gelot, la parole à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Donc un petit mot sur l'œuvre d'Orient. L'œuvre d'Orient est une des plus vieilles associations françaises. C'est une association qui a été créée par des professeurs de la Sorbonne en 1856. Donc sous le Second Empire, il y a plus de 160 ans. Et à l'époque, son nom était l'œuvre des écoles d'Orient. Et son objectif initial était de soutenir à l'époque les écoles chrétiennes qui se trouvaient au Levant. Donc à l'époque en Syrie, au Liban, en Palestine, en Égypte.
Depuis cette époque, cette association en fait lève des fonds en France pour soutenir les écoles chrétiennes au Moyen-Orient. Or, ces écoles sont, depuis leurs origines, bien souvent, parfois depuis l'Empire ottoman et depuis l'époque du mandat français et après, francophones, parce qu'elles ont été créées par des congrégations qui bien souvent venaient de France et l'implantation du mandat a renforcé cette francophonie. Aujourd'hui, ces écoles accueillent partout au Moyen-Orient à peu près 300 000 enfants. Vous avez aujourd'hui, en 2021, environ 300 000 élèves orientaux, de l'Égypte à l'Iran presque, qui apprennent le français grâce à ces écoles chrétiennes francophones. Certains et certaines d'entre vous, je suis sûr, sont passés par ces écoles. Ce sont des écoles qui sont très importantes là où elles sont. Elles jouent un rôle essentiel d'un point de vue éducatif. Elles jouent un rôle essentiel d'un point de vue humain. Ce sont des écoles qui accueillent des enfants de tout milieu social, de toute religion, et qui sont également porteuses de la francophonie et donc des valeurs qui sont derrière, qui sont celles de la France, qui sont des valeurs d'égalité, d'éducation et paradoxalement aussi de laïcité. Voilà. Donc ces écoles jouent un rôle clé au Moyen-Orient et notamment au Liban, qui est le pays francophone du Moyen-Orient par excellence. Et donc l'œuvre d'Orient, si vous voulez, depuis longtemps porte l'importance de ces écoles en son cœur. Et en 2018, nous avons organisé un colloque sur la francophonie au Liban. Et nous avons essayé de solliciter les autorités françaises en disant que faites-vous, que pouvons-nous faire pour soutenir ces écoles chrétiennes francophones qui sont pour la plupart en danger de fermeture. En 2020, le président de la République française, Emmanuel Macron, a lancé la création d'un fonds pour les écoles chrétiennes francophones du Moyen-Orient, en collaboration avec l'œuvre d'Orient. Donc c'est un fonds d'aide qui a été créé et donc cela nous a permis l'année dernière de nous plonger véritablement, donc personnellement j'habite au Liban, avec l'ambassade de France sur le cas des écoles chrétiennes francophones du pays. Au cours de cette étude, nous avons constaté d'abord que ces écoles évidemment étaient très nombreuses. On en compte entre 350 et 400 à travers le Liban. Ce sont des écoles chrétiennes francophones qui sont parfois petites, parfois grandes, parfois riches, parfois pauvres, dans des villes ou dans des campagnes reculées. On en trouve dans le Hakar, dans le sud du Liban, dans la Beka, mais aussi à Beyrouth. Donc voilà, il y a toute cette diversité qui joue et toutes ces écoles appartiennent évidemment à des congrégations, à des diocèses, à des patriarcats. Donc elles se reflètent, disons, la mosaïque complexe des églises d'Orient et notamment au Liban. On a constaté notamment au travers de cette étude que ces écoles étaient en crise pour de multiples raisons. D'abord, ces écoles, pour la plupart, sont privées. Un petit nombre d'entre elles sont dites semi-gratuites. Cette crise que traversent ces écoles, elles sont dues à des causes externes et des causes internes. Les causes externes sont d'abord, je dirais que ça a commencé en 2015-2016. Vous avez eu en 2015-2016 le décret-loi 46 qui a soudainement augmenté le salaire des professeurs au sein de ces établissements, ce qui a généré, si vous voulez, ce qui a accru soudainement les déficits de ces écoles. Vous avez eu également les crises que traverse le Liban depuis plusieurs années, et notamment depuis l'année 2019, avec la crise politique, la crise économique, et aujourd'hui donc les blocages qui ont eu lieu dès 2019, et puis aujourd'hui la crise sanitaire. Donc ces établissements ont commencé, dès ces années-là, à accumuler des déficits. Pour les écoles semi-gratuites, ce sont des écoles qui sont normalement, dont la scolarité est normalement subventionnée par l'État libanais. Or, l'État libanais ne remplit plus ses obligations vis-à-vis de ces écoles. Donc, ce sont des écoles qui souvent sont des écoles pour les pauvres. Et donc, elles sont devenues des poids, des boulets à porter pour les congrégations et les églises qui les portent, qui du coup payent les scolarités pour ces écoles. Enfin, donc tout ça, ce sont des causes externes accumulées. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, plusieurs écoles ont fermé. Certaines sont en menace de fermeture et nous avons lancé un SOS véritablement parce que si ces écoles ferment, c'est une perte parce que souvent ces écoles sont dans des régions reculées, parfois périphériques, et ce sont souvent les écoles les plus en difficulté. Et on sait qu'elles jouent un rôle important, comme je vous l'ai dit, humain, éducatif, mais aussi pour la francophonie, et dans des régions où on trouve assez peu finalement parfois de francophonie au Liban. La
ces écoles sont également en crise en raison de causes internes aussi. Certaines écoles, et on l'a découvert lors de cette enquête approfondie que l'on a menée avec l'ambassade de France l'année dernière, on a découvert que ces écoles s'étaient inégalement préparées à la crise actuelle pour de multiples raisons, et que certaines avaient accumulé des déficits structurels depuis longtemps pour de multiples raisons, que ce soit parfois un corps professoral très important, que ce soit parfois des dépenses, des investissements pas toujours justifiés, ou tout simplement parce que le système concurrentiel des écoles privées a fait que ces écoles ont accumulé des déficits et aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté face à la crise. Donc simplement, voilà, ces écoles jouent un rôle, sont en grande difficulté, elles sont nombreuses, mais certaines risquent de disparaître dans les 2 ou 3 années à venir. Donc actuellement, nous travaillons, et notamment avec l'État français, sur ce fonds d'aide qui se poursuit, mais qui est évidemment une goutte d'eau, j'ai envie de dire, par rapport à tous les besoins de cette myriade d'écoles réparties à travers le Liban. Et on tient à répéter pour nous, aux yeux de notre association L'Œuvre d'Orient, à quel point ces écoles jouent un rôle clé sur le plan éducatif, sur le plan humain et surtout sur le plan de la francophonie grâce aux valeurs qu'elles véhiculent. Et pour nous, ces écoles sont véritablement sans doute l'un des derniers piliers qui restent encore debout au Liban. Voilà. Et on sait que ces écoles sont vectrices d'éducation et également de paix et de stabilité dont ce pays a besoin. Merci beaucoup, Monsieur Gelot, et pour tous les efforts que vous déployez au Liban et dans la région arabe aussi. Entre crise économique et crise sanitaire, quel avenir pour les jeunes du Liban? On invite Madame Jackie Triolier-Varin, conseillère d'orientation au Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth, responsable de l'homologation, en charge des programmes français à l'école Zahra El-Hassan, et Dr Charlotte Khalil Haddadjian, psychologue et psychothérapeute, à intervenir. Bonjour. Je vous remercie déjà de nous accueillir ici pour pouvoir un petit peu parler. J'ai envie de remercier chacun les uns après les autres, et Monsieur Gelot nous a carrément un petit peu nous a introduit d'une certaine manière pour dire justement la douleur par laquelle passent les écoles justement au Liban. Il y a pratiquement 1 an, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, disait, et je cite, « La stabilité du Moyen-Orient dépend en partie de l'avenir du Liban, mais aussi de l'avenir de la langue française et des idéaux de tolérance que porte la francophonie dans cette région du monde. Dans ce Liban en faillite, la survie des structures francophones est en question, comme le disait aussi M. Gelot tout à l'heure. La France déploie ce qu'elle peut pour pallier à cela, notamment au niveau des écoles francophones et des aides aux étudiants libanais désireux de poursuivre leur formation en France, sachant qu'ils sont plus de 1500, tous milieux confondus, à rejoindre les rangs des universités françaises, par tous les moyens. Le Liban reste le premier pays au monde en matière de nombre d'élèves scolarisés dans le système français. Vient après lui le Maroc, mais loin après. Aujourd'hui, j'ai envie de redire ce que M. Gelot a dit. Le pilier du pays, qui est l'éducation, est ébranlé à tous les niveaux, justement. Les jeunes du Liban sont en souffrance, bien plus que ceux du monde, qu'une bonne partie du monde. Ces jeunes qui ont à faire face à un cumul de problèmes, à la situation économique, la Saoura, la dévaluation de la livre libanaise, le pouvoir d'achat qui s'est affaibli, la situation politique, l'explosion du port, et la cerise sur le gâteau, c'est la pandémie. Et surtout la perception de cette pandémie qui épargne les enfants, en tout cas des formes graves, mais qui leur donne un rôle dans la transmission de la maladie, avec toute l'anxiété et la culpabilité que cela peut engendrer. D'où il faut faire attention que le discours adressé aux jeunes soit accusateur et ou culpabilisant. Le confinement prolongé est en lui-même un risque pour la santé et le bien-être des enfants et a des impacts sanitaires indirects qui sont liés aux effets négatifs associés au bouleversement de la vie quotidienne des jeunes,
Rester à la maison, fermeture des écoles, la rupture des interactions sociales essentielles pour le développement de l'enfant entraînent un sentiment de solitude et d'isolement pour le plus grand nombre et ou parfois du décrochage scolaire. Le développement d'habitudes de vie malsaines, le manque d'activité en plein air, les habitudes alimentaires et de sommeil aberrantes, l'exposition trop importante aux médias et aux informations sont susceptibles de perturber le mode de vie habituel des enfants et peuvent potentiellement favoriser la monotonie, la détresse, l'impatience, la gêne et diverses manifestations psychopathologiques. Cependant, le monde de l'artifice est là pour nous aider à fonctionner, à se réunir comme aujourd'hui, à travailler et surtout à éduquer. C'est vrai que la télécommunication est caractérisée par l'absence du corps et de l'espace d'accueil. Certes, il y a la voix et l'image, mais il manque la présence. D'une manière générale, il nous a permis de maintenir le lien malgré l'urgence sanitaire et le confinement. Reste que les conséquences socio-économiques de la pandémie, entre autres, ont aggravé la pauvreté, le chômage et les conditions de vie précaires. En fait, si on revient sur les phases de cette crise, on peut la décrire, la décliner en 4 phases. La phase A, la fermeture avec le début de la Saoura, qui a provoqué une discontinuité des services du pays, dont l'éducation, mais aussi la mobilisation des jeunes, justement, pendant cette Saoura, pour un avenir possible. Ils étaient l'espoir, ils ont espéré. La deuxième phase, c'est la décroissance de cette mobilisation, hélas, et ou l'effet stagnant. Mais après, il y a eu le pic sanitaire, la fermeture et l'éloignement du lieu de sociabilité qu'est l'école que sont les écoles et les universités. Il y a eu une adaptation, une résilience. La résilience, cette capacité à supporter un mal parce qu'on peut espérer qu'il y a une sortie de crise. La phase C, le drame du 4 août. Ici, on a assisté à la disparition de la résilience. Il y a eu un burn-out. La phase D, dans laquelle nous sommes encore maintenant, c'est tout sauf le Liban. Un nouveau flux migratoire des familles qui a démarré en 2019, au dernier trimestre de 2019. Un flux migratoire à la recherche d'un avenir plus solide pour les enfants. Les familles quittent en grand lot. Certaines écoles privées, je dirais de milieux plus favorisés, ont cette possibilité de prendre leurs enfants et partir. Ça vide le banc des écoles aussi. En effet, si on regarde les chiffres de ces dernières années, sur une population, un petit échantillon, d'un peu plus de 200 jeunes d'écoles privées, je peux vous dire que face aux chiffres de 2018-2019, quasi égaux aux années précédentes, environ 108 élèves sur 240 pouvaient quitter le pays pour leurs études, dont 81 vers les pays francophones, la France essentiellement, mais la Belgique, le Canada et la Suisse aussi. En 2019-2020, on assiste à un chiffre qui augmente considérablement. 143 départs sont observés sur 250 élèves, dont 101 dans les pays francophones. Enfin, 2020-2021, pour vous dire, ce sont des statistiques, c'est vrai que c'est potentiel encore, mais pour vous dire combien se préparent à partir, c'est 156 élèves sur 200 à peu près, un peu plus de 200, dont 113 dans les pays francophones. Pour vous dire combien encore le Liban aujourd'hui a une solide éducation francophone. Et on espère que ça va continuer. Les jeunes adolescents sont clairement victimes, conscients de ces crises. Vivant ou pas dans le confort, en les poussant, motivant à se fixer des objectifs, finalement, on peut constater, pour la grande majorité d'entre eux, ils ont les mêmes objectifs. Finir l'école, construire un avenir solide. Vivant ou pas dans le confort, ils réalisent combien la situation est difficile pour leurs parents et aussi pour leur éducation. Là, le rôle des parents et des équipes pédagogiques dans les écoles est primordial. C'est à eux qu'impose la grosse responsabilité de responsabiliser les jeunes et d'insister sur l'investissement de ce temps d'attente pour l'instant infini. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont redevenir normales. Mais c'est important qu'ils investissent leur temps dans la construction de leurs projets futurs. Côté jeunes enfants, la situation, elle aussi, est délicate. Face à une situation de crise, les enfants sont essentiellement dépendants des adultes référents, parents, tuteurs, enseignants, etc., pour déterminer leur réponse émotionnelle et comportementale. Il est bien connu que la réponse d'un enfant à une situation de crise
dépend de son exposition antérieure à des événements traumatiques. En effet, les traumatismes cumulatifs augmentent le risque de développer une pathologie, surtout lorsque les événements traumatiques sont vécus dans l'enfance. Les études réalisées sur les pandémies passées mettent en évidence que les effets cumulatifs du stress des parents et de la crainte de tomber malade augmentent le risque de traumatisme secondaire chez l'enfant. Et au Liban, avec tout ce qu'on a déjà mentionné, on peut parler de traumatisme cumulatif et même collectif. Il s'agit, en tenant compte de la singularité de chaque enfant, de proposer une écoute, une attention suffisamment bonne pour le protéger et pour lui permettre d'accéder au travail de restauration psychique. Mais le rôle des parents n'est pas facile dans des situations pareilles. De nombreux parents doivent faire face à des difficultés financières en lien avec la pandémie actuelle ou sont extrêmement stressés par les mesures sanitaires au travail. Alors, nous sommes inégaux face à la pandémie, inégaux face aux limites qui nous sont imposées. Être confiné dans une maison avec un jardin, ce n'est pas la même chose qu'être confiné dans un appartement. Être confiné avec une famille équilibrée, ce n'est pas la même chose qu'être confiné avec une famille en situation de déséquilibre. Le milieu change la donne, surtout au sein de la jeunesse. Le domaine où la situation éclate au grand jour est bien celui de l'éducation. Chacun réagit comme il veut, en fait, et aussi comme il peut. Les équipes pédagogiques dans les écoles et probablement aussi dans les universités constatent combien l'impact est important sur les choix d'orientation des jeunes. De 2019 à aujourd'hui, on assiste à deux types de situations chez les jeunes. La difficulté à se projeter, pour certains, parce que des projets sont empêchés, financièrement ou autres, donc mis en attente, ou au contraire, des opportunités que les jeunes saisissent en gérant et investissant ce temps d'attente. Ils se lancent dans des formations à distance, en langue, ils suivent des sessions diverses, de leadershiping, etc. Ils s'engagent pour des causes diverses, même en ligne, quand ils ne peuvent pas sortir. Une chose est certaine, l'inquiétude pour l'avenir est ressentie, quelle que soit l'attitude qu'ils adoptent. Ils ont peur, c'est incertain. Ils recherchent par tous les moyens, envers et contre tout, la meilleure façon d'en sortir. Le système français reste plus accessible, même pour les anglophones du Liban qui se lancent dans des formations en anglais en France, à des prix moindres que ceux du Liban, avec des avantages quand les parents sont à l'étranger, sans oublier aussi qu'ils candidatent à des bourses, justement, dont la France a une grande part de dons, qui vient de dons français. Là encore, le rôle des équipes pédagogiques revient sur la scène. Les jeunes ont confiance, et leurs parents aussi, en les institutions éducatives, malgré tous les différends financiers qui a pu les opposer un temps, depuis 2015, comme disait M. Gelot tout à l'heure. Parents et jeunes se raccrochent à ce qu'ils trouvent de solide. Mais la structure, est-ce qu'elle est encore solide, aussi solide qu'elle ne l'était? Nous sommes témoins et victimes de la situation qui se dégrade dans nos écoles. L'inégalité est d'autant plus flagrante. Plusieurs situations au niveau des établissements scolaires, entre le public et le privé. L'écart est bien profond. Cela est apparu concrètement au démarrage de l'enseignement en ligne. Malgré tout, les établissements scolaires du pays se sont ingéniés, tous, d'une manière ou d'une autre, à trouver des solutions pour sauver ce qu'on peut de l'année scolaire des enfants dans toutes les classes, à tous les niveaux, de la petite section à la terminale. Des techniques, des outils ont été déployés par les équipes pédagogiques selon les moyens. Même si l'avenir que nous pressentons aujourd'hui pour nos écoles, tous milieux confondus, reste très précaire, il est évident que des femmes et des hommes, enseignants, éducateurs, personnels des établissements éducatifs, se battent et continueront à se battre parce qu'il faut garder en tête un objectif. Les jeunes d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain. Il nous incombe de bien préparer la relève. Toutes ces questions, ces incertitudes, ces moyens nous poussent à nous pencher sur l'être et le devenir des jeunes, surtout les plus vulnérables, les enfants qui souffrent des troubles de développement, d'autisme, de troubles de langage, de la surdité. Ces enfants qu'on travaillait surtout avec eux sur l'importance du partage, de l'interaction, sur le rapprochement physique. On a dû donc changer d'approche et les pousser à participer à pratiquer la distanciation.
Et pour en ajouter à leurs difficultés et leurs troubles de communication, on a caché les visages avec des masques. Et de même, pour les victimes de violences domestiques et de maltraitance, nous sommes dans une situation contradictoire. On dit aux gens de rester à la maison, mais pour les victimes de violences domestiques, rester chez eux est plus dangereux que de sortir. En revanche, certains étudiants tirent parti de l'apprentissage en ligne. Ils sont contents d'avoir des horaires flexibles, de pouvoir concilier le travail, les études et la famille plus facilement, de ne pas perdre de temps dans le transport. Et les anxieux de performance trouvent un certain confort aussi à ne pas se comparer à leurs collègues de classe. Les jeunes qui souffrent d'anxiété sociale se trouvent plus à l'aise à participer mieux et participent mieux derrière l'écran. Sans doute, il convient, en terminant, d'éviter de rejoindre le lot de ceux pour lesquels les temps que nous vivons ne portent aucun espoir, ou rejoindre les rangs de ceux qui prêchent avec excès que pandémie et crise, en tout genre, vont nous ouvrir les yeux pour changer notre monde, pour changer notre mode de vie. Ce que ces temps difficiles nous apprennent est sans doute plus simple. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin que notre sociabilité ne soit plus atrophiée, comme cela a été et l'est encore en partie aujourd'hui. Bref, nous avons besoin de réaffirmer combien enseigner, c'est éduquer, combien enseigner, c'est accompagner, combien enseigner, c'est la source de tout ce qui adviendra après. Et c'est là, semble-t-il, que la francophonie possède une vertu rare. Elle incarne un espace linguistique, elle incarne un espace de culture et de valeurs, et surtout, elle incarne puissamment un espace d'éducation où culture, valeurs, compétences et accompagnement ne sont pas de simples mots sur les frontaux des établissements, mais une vertu développée chaque jour, comme nous avons pu le voir et le vivre tout au long de ces mois si pénibles. La francophonie n'est pas une personne en particulier, mais elle aura su être aux côtés de toutes les personnes qui s'y reconnaissent et par là maintenir l'espoir qui peut manquer aujourd'hui ici malheureusement, mais qui reviendra certainement très rapidement. Tout ceci témoigne de la grande vulnérabilité psychique dans laquelle se trouve la jeunesse de notre pays. La situation des étudiants est très préoccupante. Cependant, il en va de notre responsabilité médicale, éducative, psychologique, mais aussi sociale et politique, de déployer les efforts pour pouvoir non simplement soulager leur souffrance, mais prévenir leur malaise. Et si j'avais un message à transmettre aujourd'hui à notre jeunesse, vous sortirez de cette expérience tragique pour tous beaucoup plus fort. Merci. Merci pour votre invitation. Et votre écoute. Et votre écoute. Merci, Madame Jackie et Dr Charlotte, pour votre intervention. On parle dans cette intervention sur l'avenir des jeunes du Liban. Mais aussi, il faut penser à l'avenir des professeurs et des équipes pédagogiques que vous avez mentionné qu'ils ont un rôle assez important pour supporter la résilience des jeunes. Comment on peut un peu décrire la situation de ces équipes au Liban, eux aussi qui sont en train de faire face à toutes ces difficultés, eux aussi qui ont des rêves, surtout qu'il y a beaucoup des équipes pédagogiques et des professeurs qui sont jeunes, des rêves peut-être de voyager ou bien d'améliorer leur carrière. Est-ce qu'on peut toujours compter sur la résilience, comme c'était le cas dans la guerre civile libanaise, quand les professeurs et toutes les équipes académiques ont supporté les Libanais? Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, si je peux me permettre de répondre à la question, c'est très différent de ce qu'on a vécu pendant la guerre civile. J'étais au Liban pendant la guerre civile, j'ai fait toute ma scolarité ici, mais on a très peu vu d'enseignants qui plient bagages et partent. Alors qu'aujourd'hui, on assiste pas seulement dans le corps professoral, mais dans le corps médical, et au niveau des techniciens et tout, à un gros départ. Il est très difficile aujourd'hui pour un enseignant de passer tout ce temps en ligne avec ses élèves en essayant de les garder motivés, investis, de continuer à se préparer et à préparer leur avenir. C'est pas évident, surtout maintenant avec la dévaluation de la monnaie, leur salaire ne vaut plus rien. Alors cette fameuse loi 46 aujourd'hui, ce n'est plus
Ce n'est plus une question de loi 46 avec augmentation des salaires. C'est une catastrophe et pour les enseignants et pour les équipes de direction des écoles. Ce n'est pas évident de faire un équilibre entre les deux. Alors aujourd'hui, comment ça va se passer par la suite? Je peux vous assurer, étant sur 2 écoles et accompagnant les équipes pédagogiques d'une 3e école, je peux vous dire que malgré tout ce qui se passe, j'ai rarement vu des hommes et des femmes continuer à s'investir de cette manière-là, envers et contre tout, pour préparer les jeunes aux examens officiels et au départ pour les universités. Je peux vous dire, j'ai la chance, vraiment, c'est une grande chance pour moi, de travailler avec 200 enseignants au grand lycée, une 50aine à Zat Lassane, une 50aine également dans un autre établissement que je ne peux pas citer. Je peux vous dire que là, sur 300 personnes, moi toute seule, donc j'ai imaginé le nombre de personnes comme moi qui font pareil, ce qu'on vit avec ces professeurs qui continuent envers et contre tout à mener leur mission qui n'est pas évidente. Garder les jeunes mobilisés pour leur avenir. Merci beaucoup, Madame Jacquier et Dr Charlotte, pour vos interventions, en espérant que vos efforts et vos missions vont aboutir pour le futur de nos jeunes Libanais. Maintenant, cette intervention est sans parole. C'est seulement les paroles de Monsieur Pierre Abissaad, qui est directeur et pianiste, compositeur, arrangeur et entrepreneur libanais, propriétaire et directeur artistique de 8e art. C'est la musique maintenant qui va parler. La musique survit en pleine pandémie. Bonjour, je suis pianiste, compositeur, fondateur et directeur artistique de 8e Art Entertainment. J'ai vécu au Liban. J'ai eu une éducation francophone au Collège Saint-Joseph d'Antoura, une école francophone fondée en 1834. Ceci m'a donné la chance d'être exposé à l'art et la culture française, surtout en musique. Depuis un très jeune âge, j'ai baigné dans les valses françaises, le style cabaret et les succès de grands artistes comme Piaf, Aznavour, Gainsbourg, Brel, Georges Brassens, Léo Ferré et beaucoup d'autres, et plus tard Danny Briand, entre autres. Je ne peux pas oublier le style jazz manouche, né en France dans les années 30, un style que j'apprécie énormément. J'ai participé à plusieurs événements dans le cadre de la francophonie, dont le 11e sommet à Bucarest, septembre 2006. Un des concerts qui m'ont beaucoup marqué, en fait, c'était là que j'ai rencontré le grand musicien Manu Dibango. On a eu une belle conversation et une impro à 4 mains, évidemment sans Covid. Juste avant la crise du Covid, tout le groupe 8e art était plongé dans Radio at the Symphony, un projet qui réunit 100 artistes. Il s'agit d'un orchestre philharmonique qui reprend des tubes des années 50, mais aussi des tubes de nos jours, passant par la musique française, anglaise, orientale, et même les hits de DJ qu'on a connus à travers le monde. Tout ça en intégrant les nouvelles technologies audiovisuelles. Après le grand succès au Festival international de Valbourn, c'était en fait la première, une tournée au Canada et aux États-Unis était au rendez-vous. Mais à cause de la pandémie, ça a été ajourné.
je me rappelle un des projets aussi qui étaient ajournés, c'est un projet avec la Fondation Aznavour, à travers Madame Mireille Khan Amirian, mais j'espère qu'on le fera bientôt. Je n'avais jamais pensé que ça allait durer si longtemps. Honnêtement, ce qui me manque le plus, ce sont les concerts où je me retrouve entouré des meilleurs musiciens avec qui je partage la scène depuis plus de 20 ans. Et le public, surtout, qui nous donne toujours de l'énergie et de l'inspiration. Ça m'a fait penser à l'Olympia de Paris et son audience inoubliable. Un des concerts que j'oublierai jamais. Et aussi la scène magique du festival Musique Épicée à Saint-Olé. J'ai partagé la scène avec des musiciens français. Il y avait une véritable symbiose de culture au festival à Saint-Olé. L'énergie était vraiment palpable et contagieuse. À un moment, j'étais tellement surexcité à un tel point que je me suis retrouvé à improviser à la darbouka. Depuis 2013, 8e art était au rendez-vous avec une grande audience chaque année, le 14 juillet pour la fête nationale française, à la résidence des Pins. Chaque année, un groupe d'artistes, un nouveau répertoire et un plus grand rassemblement. Je me rappelle, en 2014, l'ambassadeur Patrice Pauline nous a rejoints avec sa guitare sur scène. C'était vraiment génial. Que de beaux souvenirs, une vraie ambiance de fête. C'était devenu un rituel. La crise du Covid ne nous a pas empêché cette année de fêter le 14 juillet. Mais cette fois-ci, les artistes ont chanté la Marseillaise, chacun à partir de chez lui. Durant cette période difficile, on a dû s'adapter et continuer à créer, à composer et à enregistrer, mais cette fois à distance, bien sûr. Une nouvelle expérience artistique et surtout technique. On a rassemblé des artistes du Liban, la France, l'Angleterre, l'Amérique, le Canada et l'Espagne, et aussi l'Afrique, pour sortir Corona We Will Rock You, ce grand tube de Queen. On l'a dédié à tout le corps médical dans le monde entier. Une vidéo qui s'est propagée sur les réseaux sociaux et qui est devenue virale. Ça fait plaisir. Kicking Corona outside of the state. We say thank you. We say thank you. Everyone wanna make a big damn noise. Rapping in the street is getting big today. Got on your face, your heart's full of grace. Kicking
La crise du Covid m'a aussi obligé d'arrêter tous les enregistrements en groupe. Et donc, mon album, on a souffert parce qu'on le travaillait en live avec un grand orchestre, le City of Prague Philharmonic Orchestra. Au final, tout s'arrête pour reprendre une autre direction. Cette fois-ci, 8e art a aussi collaboré avec Anrami pour présenter un programme en direct sur MBC pendant un mois. Plus de 30 chansons, chacun de chez soi. Ici, je tiens à remercier toute l'équipe de 8e art qui a vraiment été à la hauteur. زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا لك من لقينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي Je peux dire que j'ai profité de cette période pour me concentrer sur mes compositions, créer de nouveaux concepts. Je prépare aussi un masterclass où je partage mes gammes, mes techniques orientaux au piano. Je me suis donné à fond aussi à ma passion, à ma deuxième passion, la cuisine. Encore une collaboration avec Anrami, on a regroupé des artistes du monde entier pour reprendre une chanson d'espoir, Imagine de John Lennon, dans le but d'illuminer les cœurs d'autant de gens possibles. Elle a été numéro 1 dans plusieurs charts et partagée par plusieurs grandes personnalités, Carla Bruni et beaucoup d'artistes. Encore une fois, cette vidéo est devenue virale. Imagine there's no heaven. No te desesperes, bro. It's easy if you try. Juntos lo conseguiremos. Quédate, quédate en casa. Above us only the sky. En la unión está la fuerza. Imagine all the people Living for today. Imagine there's no country. la única soy. Nothing to kill or to die for. No corona too. Imagine all the people living life in peace. They say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Après tout, il faut essayer de trouver un peu de lumière dans toute cette obscurité et toujours aller de l'avant. À bientôt dans de meilleures circonstances. Espérons.
Merci beaucoup. Merci pour cette vidéo émouvante qui donne de l'énergie et de l'espoir. Je pense que M. Pierre est parmi nous en train. Merci beaucoup, M. Pierre. Vous nous avez donné de l'énergie, de l'espoir, en espérant que la musique va toujours jouer le rôle de survie durant cette pandémie et durant cette crise au Liban. Maintenant, c'est avec grand plaisir et honneur que nous accueillons parmi nous notre conférencier principal, M. Gouandal Rouillard, député de Lorient, membre de la Commission de défense et des forces armées à l'Assemblée nationale de la République française. M. Gouandal Rouillard, est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, bonjour Vanessa. Bonjour, Monsieur le député. Vous êtes toujours accusé d'être le Français le plus libanais des Libanais. Vous avez travaillé pour plusieurs années sur le dossier du Liban, ami fidèle au Liban et particulièrement au Centre international des sciences de l'homme. C'est avec grand plaisir que nous vous donnons la parole. Bonjour Vanessa et bonjour à toutes et tous. Je commence évidemment par m'excuser pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été retenu finalement ce matin par une entreprise de mon territoire qui ne va pas forcément très bien en cette période de difficultés économiques et sociales, et je m'en excuse auprès de vous, vraiment, c'est pas mon genre. C'est arrivé ce matin un peu dans l'urgence et je m'en excuse auprès de vous. Et la deuxième raison, et je ne sais pas pourquoi, décidément ce matin, c'est un peu compliqué, la caméra n'est pas réveillée et donc on me prive de cet outil. Donc je vais essayer de faire valoir ma voix, qui, je l'espère, est une voix chaleureuse à l'égard du Liban et des Libanais. Et je commence évidemment par vous remercier de votre invitation, de remercier évidemment Dr Darina, que je connais bien. Merci de sa confiance. Merci également à vous, Vanessa, parce qu'on se connaît bien. Je suis heureux de partager ce moment avec vous deux et avec, bien évidemment, l'équipe du Centre UNESCO. J'en redirai un mot tout à l'heure. Et puis, un salut amical aux intervenantes, aux intervenants et à vous toutes et vous tous. Et encore une fois, merci de votre compréhension, si vous voulez bien me l'accorder. Je suis d'autant condamnable que malheureusement, je n'ai pas pu écouter vos propos et je n'apprécie guère en règle générale m'exprimer en conclusion quand je n'ai pas écouté les propos. Donc vraiment, je vais essayer de me rattraper dignement. J'ai au moins l'avantage de connaître Vincent Gello et donc je devine la tonalité de ses propos, et pour néanmoins avoir préparé cette séquence avec Dr Darina, je devine une partie de vos propos, et en tout cas j'ai compris les derniers messages, puisque je vous ai écouté depuis quelque temps. Moi j'ai un message simple à partager avec vous, je sais que vous le partagez, on va le partager ensemble ce matin afin que nous puissions le diffuser. C'est que je considère que la francophonie est un levier pour bâtir le nouveau Liban. C'est ça le message, à mon sens. Et c'est ça l'esprit de la semaine de la francophonie, ou du mois de la francophonie, comme on veut, initié par vous-même, initié par les acteurs libanais, en particulier de la culture et de l'éducation, et bien évidemment porté, soutenu par l'ambassade de France, et en particulier notre ambassadrice Anne Griot, avec qui je travaille, vous l'imaginez bien, évidemment très bien, et main dans la main. Vous avez évoqué ce matin les sujets qui permettent de décliner concrètement la manière dont la francophonie peut bâtir ce nouveau Liban appelé par votre peuple, par nos amis libanais. Vous avez parlé de solidarité. Je me permets de rappeler, pour citer un exemple complémentaire, qu'avec l'Organisation internationale de la francophonie, qui est devenue au fil des années un acteur global du multilatéralisme, qui est un acteur présent au Liban. Nous avons initié avec l'OIF, vous le savez, une campagne qui s'appelle la francophonie avec elle au pluriel. Et je le dis parce que je vois combien les femmes sont engagées pour le nouveau Liban. Je vois combien les femmes sont engagées d'une manière générale au sein de la francophonie. Et si je prends cet appel à projet qui s'intitule encore une fois la francophonie avec elle, je constate que nous soutenons en particulier en ce moment une ONG que vous connaissez, qui s'appelle Beit El Hanan contre les violences conjugales au Liban. Et Dieu sait qu'au Liban, comme partout dans le monde, nous avons une responsabilité pour participer à la protection des femmes, des enfants et des familles.
Et je commence par évoquer ce sujet parce que c'est d'abord un sujet qui nous touche beaucoup, et deuxièmement parce que, vous le savez, la francophonie, c'est avant tout des valeurs, une conception du monde, et bien évidemment, parmi les valeurs qui sont les nôtres, nous avons les valeurs de l'égalité et de la nécessité de protéger les femmes. La francophonie avec elle au pluriel, c'est un beau message que je partage avec vous ce matin, et encore une fois, ça me semble être un des piliers du nouveau Liban. Bien évidemment, en parlant de solidarité, on parle de la gestion de la crise Covid. C'est en ce sens qu'avec la francophonie, avec la France, nous soutenons des hôpitaux comme Rafik Hariri, comme la Quarantaine. Notre ambassadrice a signé une convention récemment pour soutenir l'hôpital de la Quarantaine. Nous tentons, à la lueur de nos moyens, d'être à vos côtés autant qu'on puisse le faire, bien sûr. Et la francophonie est aussi un levier, comme vous l'avez très judicieusement indiqué, un levier de solidarité. Le deuxième sujet, c'est vraiment l'incarnation de nos échanges ce matin, c'est évidemment la diversité culturelle. Je ne vais pas refaire le programme riche de ces jours-ci. Pour ne citer qu'un exemple, j'ai comment dirais-je, constaté avec plaisir le succès de l'initiative avec les écrivains francophones, avec Alexandre Nadjar, parmi d'autres visages évidemment. Être heureux de constater que plus de 1000 jeunes Libanais ont participé à cet événement. Et comme notre préoccupation avec les femmes, c'est bien évidemment les jeunes générations au Liban, jeunes hommes et jeunes filles, c'est une belle initiative. Et plus que jamais dans ce moment de pénombre, dans ce moment dramatique et de souffrance au Liban, nous avons plus qu'intérêt à porter cette diversité culturelle, à trouver des espaces de dialogue, comme d'ailleurs le Centre UNESCO l'incarne. Et puis, troisième point, si vous le permettez, et dernier, je vais développer avec vous, partager. C'est faire de la francophonie, je le disais, solidarité, diversité culturelle, et un acteur de la transition démocratique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le Liban vit une période de transition. C'est le mot-clé. Et moi, je lis la francophonie et la transition démocratique. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'indiquions, la francophonie, ce sont des valeurs d'égalité, de fraternité et de liberté. La francophonie, ce sont des valeurs. C'est une idée, c'est l'idée du monde libre, c'est l'idée de l'émancipation, c'est l'idée de la dignité, c'est ça la francophonie. C'est une vision du monde au fond. Et plus que jamais, je crois à ces valeurs pour construire cette transition démocratique au Liban. Une transition, par définition, c'est brutal, c'est long, c'est frustrant, c'est même parfois humiliant. Mais c'est la seule voie possible, me semble-t-il, pour permettre au nouveau Liban d'émerger et de s'affirmer si on raisonne à 3 ans, 5 ans, 10 ans, même si je sais aujourd'hui qu'une partie des Libanais crèvent de faim. Je viens encore de passer un mois au pays et je vois à peu près à quoi ça ressemble aux 4 coins du pays, puisque je me déplace depuis une vingtaine d'années aux 4 coins du pays, même si je vis entre Dekwene et Ain Saad. La transition démocratique, c'est quoi et en quoi la francophonie peut-elle contribuer, me semble-t-il, et ça fait partie des discussions que nous avons avec Dr Darina, qui maîtrise évidemment parfaitement ces enjeux. C'est d'abord l'état de droit. La francophonie doit contribuer, notamment par le droit et par l'enseignement du droit, à bâtir l'État libanais version 21e siècle. C'est un instrument fondamental, bien sûr, pour les Libanais, leur prospérité, leur dignité, mais aussi, on le sait, disons les choses clairement, pour lutter contre la corruption qui finit par achever le pays. C'est d'ailleurs prévisible, dans tous les pays du monde, la corruption finit par abattre les États et les peuples. On le sait, et malheureusement, le Liban paye la facture très chère en ce moment. Donc la francophonie doit concourir, en particulier par le droit romain, à bâtir cet État de droit version 21e siècle. Évidemment, la reconnaissance de la citoyenneté, parce que la francophonie, c'est éclairer les esprits. Et j'espère que demain, à force d'éclairer les esprits au Liban, je dis bien tous les esprits, les Libanais arriveront à obtenir la reconnaissance de leur pleine citoyenneté, et je pense au statut personnel, par exemple, en le disant. Comment imaginer une citoyenneté au XXIe siècle sans statut personnel? Point de suspension. Troisième élément, et je me permets de le dire, l'Organisation internationale de la francophonie, elle veille au bon déroulé des élections aux 4 coins du monde, en tout cas dans les pays concernés, 88 États membres de l'OIF, et elle veille même à la tenue des élections dans la transparence. Par exemple,
elle s'est impliquée pour la bonne tenue du scrutin en République centrafricaine en décembre dernier. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'évidemment, les élections se tiennent bien en 2022 au Liban, parce qu'il ne nous a pas échappé qu'un des sports au pays, c'est de reporter les élections. Or, pour nous, ce qui est très clair, pour soutenir la transition, pour valoriser la francophonie dans toutes ses dimensions, éducation, culture, mais aussi état de droit, démocratie, il va sans dire que les élections puissent se tenir en 2022 et qu'enfin les Libanais puissent s'exprimer librement. Dernier élément sur la transition démocratique et pas des moindres. Tout le monde sait que le modèle d'après-guerre, ce modèle est terminé. Alors bien sûr, les acteurs du modèle s'accrochent. Les acteurs du modèle libanais des années 90 essayent encore de tirer les dernières ficelles du système. Tout le monde sait que ce système est écroulé. Tout le monde sait que le Liban n'est plus au bord du gouffre. Il est dans le gouffre. Et que c'est ce système qui l'a amené dans le gouffre. Et donc, il n'y a pas de transition envisageable, me semble-t-il. Mais les Libanais, vous le dites mieux que moi et mieux que nous. On n'a pas de nouveau Liban possible, pas de transition démocratique possible sans bâtir un nouveau modèle de développement économique et social qui, encore une fois, puisse permettre dignité du peuple libanais et prospérité du pays, parce que le Liban a des atouts exceptionnels. Encore faut-il qu'il puisse les valoriser en bâtissant un nouveau modèle de développement. Voilà mon message. La francophonie, la France à vos côtés, parmi d'autres partenaires, bien évidemment. Nous souhaitons que cette dimension culturelle, éducative, puisse contribuer, grâce à vous, avec vous, à vos côtés, à bâtir ce nouveau Liban entre la solidarité, la diversité culturelle et les attributs, si je puis dire, d'une transition démocratique. Le dernier mot, c'est pour dire que la langue française aujourd'hui se porte plutôt bien. J'entends bien sûr le développement de l'anglais et de la place de l'anglais. Évidemment que nous n'opposons absolument pas l'un et l'autre. Les deux sont parfaitement complémentaires, comme les langues sont parfaitement complémentaires, et c'est un breton français qui le dit. Je constate que la langue française est aujourd'hui une des langues les plus apprises au monde. Je constate que la langue française est non seulement la 5e langue parlée au monde, mais qu'elle est la 3e ou la 4e langue utilisée sur Internet. Et tout le monde sait bien que Internet est évidemment un véhicule aujourd'hui pour parler à beaucoup sur la planète, mais en particulier aux jeunes générations, vous le savez, avec les nouvelles technologies et aussi les nouveaux modes d'enseignement et de pédagogie qui en découlent. Et donc je tire enseignement de cela pour dire que plus que jamais, la langue française est un outil moderne, est un outil qui permet de véhiculer encore une fois des valeurs, une conception du monde. C'est un outil, j'oserais même dire un espace qui permet, comment dirais-je, de cultiver l'esprit des Lumières, cher à la France et aux pays amis de la France comme le Liban, les Lumières qui, par définition, sont censées la porter sur les obscurantismes et les sectarismes qui parcourent l'ensemble de nos sociétés et qui, je le sais, je le constate, partagent aussi la société libanaise, malheureusement. Mais je crois plus que jamais à la force des idées, à la force des valeurs, à votre détermination, vous les Libanais, et puis à la capacité de la langue française d'apporter sa pierre à l'édifice. Le dernier des derniers mots, c'est rendre hommage au peuple libanais, que j'ai le plaisir et l'honneur de fréquenter depuis 20 ans. Je vois ses souffrances, je vois les humiliations, je vois la perte de dignité, ça revient à peu près au même. C'est évidemment douloureux, inacceptable. Chaque semaine, quand j'ai des Libanais au téléphone, j'ai des Libanais en larmes. Et donc, je sais que la période est difficile, encore une fois douloureuse, que les gens ont faim, que beaucoup souhaitent quitter le pays. Et donc, je vous rends hommage parce que vous vous battez courageusement, parfois dans la rue, parfois silencieusement. Mais je tiens à vous dire et à témoigner, encore une fois, avec notre ambassadrice Anne Griot, mais aussi le président Macron et Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les limites même de notre propre action, je suis lucide, nous resterons fidèles au Liban, nous sommes d'une volonté intacte, nous sommes d'une détermination totale à l'égard du peuple libanais parce que nous avons formulé avec vous le serment de la rue de Gémaïzé. J'étais avec le président Macron le 6 août dernier.
Nous avons vécu ce moment de joie et de tristesse paradoxalement avec vous. Nous avons vu toutes les générations pleurer à Gemaizé. Et quand je dis Gemaizé, c'est l'ensemble du pays, bien sûr. Et c'est aussi l'ensemble de Beyrouth et des quartiers de Beyrouth, y compris les quartiers qui n'ont pas été touchés physiquement. Nous l'avons vécu, ce moment. Moi, je considère que ce moment est un serment. C'est un serment d'amitié, bien sûr, entre nous, mais c'est aussi un serment qui engage la France à vos côtés, et j'essaye à vos côtés d'être une humble sentinelle pour veiller à ce que ces prochains mois et ces prochaines années, dans la durée, le serment de la rue de Gemaizé puisse permettre au Liban, en toute indépendance, de vivre, j'oserais dire de revivre, mais en tout état de cause, plus que jamais, nous entendons bien cultiver l'âme et l'amour et l'amitié entre nos deux pays. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et en m'excusant une nouvelle fois, à la fois des conditions techniques et de mon retard, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Merci de votre attention. Merci. Merci. Vanessa, si vous me permettez, juste pour, avant de vous donner le dernier mot pour clôturer, je voudrais dire remercier Monsieur le député Gwendal Rouillard. Donc, je vous dis vraiment merci pour cette grande amitié pour le Liban. Et je voudrais aussi remercier Madame Mireille, HBU, notre partenaire, aussi nos intervenants, Monsieur Vincent Gelot, et son soutien pour les écoles chrétiennes francophones au Liban, Madame Jackie Varin, Madame Charlotte Khalil aussi. Vous nous avez éclairé sur beaucoup de choses. En fait, vous nous avez parlé du traumatisme cumulatif et collectif, l'inégalité face à la pandémie, l'inquiétude pour l'avenir que partagent tous nos jeunes, surtout. Merci à tous nos participants. Merci à Aleph Abissad aussi, qui nous a aussi fait comprendre que la musique soit une victime de cette pandémie. Elle nous a aidé à surmonter la pandémie grâce à ses effets sur le stress et la résilience. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi à nos participants. Et j'espère la prochaine fois, donc, on pourra célébrer en présentiel cette journée. Merci, Dr Darina, directrice du Centre international. Merci, Madame Mireille. C'est le CICHA avec un grand plaisir à préparer ce webinaire avec HBU Liban. Merci aussi pour 8e Art Entertainment et le Grand Lycée franco-libanais du Liban, qu'avec eux, on a pu avec succès travailler ce webinaire. Désolé, Monsieur Aleph, j'ai confondu le nom, j'ai dit Pierre Abissad, c'est Monsieur Aleph Abissad. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député Gwendal Rouillard, pour votre intervention assez essentielle, et on a toujours le plaisir de vous inviter aussi. Merci, Monsieur Vincent Gelot, Madame Jackie Triolet et Dr Charlotte pour vos interventions. On va partager avec vous le lien de ce webinaire dans les jours qui suivent. On va aussi procéder avec Madame Mireille et Dr Darina à produire une petite publication, et on va partager aussi avec vous les recommandations de publication de ce webinaire. On vous remercie infiniment pour votre présence, en espérant que la francophonie reste rayonnante au Liban, aux pays arabes et partout dans le monde. Bonne journée. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Et vive le centre UNESCO de Jbeil. Absolument. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Courage. Merci.